Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour et merci d'écouter Radio Prague International. Nouvel épisode aujourd'hui de notre podcast Destin d'émigrés, cette fois-ci avec Noémie Prečanová, fille de l'éminent historien tchèque Vilém Prečan. Après avoir passé de nombreuses années en exil en Allemagne de l'Ouest et en France, elle vit aujourd'hui de nouveau à Prague. Noémie Prečanová s'est confiée au micro de Marie Sikorova. Destin de femmes émigrées. De la Tchécoslovaquie communiste vers la France. Une histoire de femmes en quête d'un monde libre. Je m'appelle Noémie Prečanová. Je suis née le 21 mai 1958 et par hasard en Slovaquie. C'est dû au fait que ma mère est slovaque et mon père est morave et que ma mère se trouvait au moment de ma naissance auprès de son père mourant et c'est comme ça que je suis née à Levoča. Ce qui m'a compliqué la situation une fois revenue en 2023 en République tchèque parce que étant née en Slovaquie, je ne pouvais pas demander la nationalité tchèque facilement. Mes parents sont chacun issus d'un cercle culturel complètement différent. Ma mère, elle était née en Slovaquie dans un milieu très catholique, très croyant. D'un côté, donc, un milieu très, très bourgeois. Et de l'autre côté, mon père, qui est né à Brno et qui est donc d'une famille très prolétaire et qui était d'un côté très actif déjà en tant que jeune auprès du mouvement des partisans, c'est-à-dire des résistants contre les nazis. Il a reçu très très jeune une médaille. De ce fait, il est entré très tôt dans le Parti communiste. Mes parents se sont rencontrés à Bratislava, où mon père était assistant à la faculté de marxisme-léninisme. Ma mère a suivi des études au conservatoire, piano et le chant. Mon père, il a accepté de se marier à l'église, ce qui était la condition sine qua non. Donc lui, en tant que jeune communiste, il a épousé ma mère à l'église. De cette union, donc ma mère, elle avait à l'époque 20 ans, mon père 24, sont nés 3 enfants. Moi, je suis aînée, et puis j'ai encore un frère et une sœur. Et comme mon père était membre du Parti communiste, il était un excellent élève, et tout cela, il a reçu finalement très très tôt un poste à Prague. Moi, je suis née en Slovaquie, mais j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans à Prague. Mon père, qui connaissait très très peu la situation en Slovaquie, mais qui était historien et qui, grâce à ma mère, a découvert quelque chose qui lui a donné par la suite le sujet de sa plus grande étude, qu'il a été donc publié, et ça c'était le soulèvement national slovaque qui a eu lieu en 1944 et qui était un épisode assez intéressant. Donc juste pour expliquer que je suis pas née dans une famille banale, dans le sens où j'ai souvent assisté à des discussions assez mouvementées où donc mon père et ma mère n'étaient pas d'accord sur ce qui se passait politiquement et socialement et culturellement dans le pays. Ensuite arrive comme une importante période de la vie de la famille, le 1968, donc l'occupation soviétique, où mon père a, en tant qu'historien, pendant des mois, avec un collègue et d'autres collègues, collectionné les documents, les photos et a publié à la fin de 68 le livre noir, Černá kniha, qui a pu être vendu à un nombre donc, d'exemplaires important jusqu'à ce que donc arrive au pouvoir en 69 le nouveau gouvernement. Le livre a été confisqué, le livre a été détruit. Pour mon père commençait la période, on peut dire donc de poursuite.
il a été poursuivi. D'abord, il a perdu son travail en 1970. Il a dû quitter l'académie d'un jour à l'autre. Il a dû chercher un travail qu'il n'a pas trouvé autrement comme chauffagiste dans un hôpital. Il a été par la suite aussi poursuivi, inculpé d'un paragraphe 58, Podvracení republiky, crime contre la République, de la subversion de la République, ce qui était passible d'une peine jusqu'à 15 ans. Donc mon père, il a dû pendant 4 ans suivre des interrogatoires. C'était une période qui était moralement et psychiquement très très difficile pour lui. Quel était l'impact sur notre famille? J'ai été reçue au lycée. Mais mon frère, par exemple, quand c'était à son tour, il n'a pas pu aller nulle part et la seule place qu'on a trouvée pour lui, c'était dans un apprenti dans agroalimentaire. C'était en fait la politique de l'époque, c'était de semer la zizanie au sein de la famille, dans le sens où on a laissé un enfant faire des études et un autre vivoter en marche donc de la société. Ça c'est donc juste pour l'histoire, pour dire que suite à tous ces événements, d'un côté professionnel pour mon père et de l'autre côté le sort qui a été en quelque sorte réservé aux enfants des ennemis du pays, menait mon père à 75 à demander l'expatriation. Et comme il était bien connu des historiens en Angleterre, aux États-Unis et en Allemagne, pour les communistes de l'époque, ça a été beaucoup plus facile de le laisser partir, de quitter le pays, que de l'enfermer, c'est-à-dire de l'envoyer en prison. Je suis entrée au lycée à 15 ans. Et à 15 ans, je savais déjà que je faisais partie donc, de cette minorité des parias, des gens qui vivaient en marge de la société, qui en fait ne faisaient pas partie du futur du pays. Donc pour vous dire que mes amis commençaient déjà à cet âge-là, les vrais amis, je n'avais pas beaucoup, étaient des gens qui étaient issus des mêmes familles, des gens qui étaient poursuivis par le régime. Par exemple, notamment au lycée, il y avait le fils d'un grand poète tchèque, Karel Šiktans, Petr Šiktans, avec qui je me suis liée automatiquement d'amitié parce qu'on savait ce qui était notre sort. En fait, ce lycée où on était acceptés était extraordinaire dans le sens que la directrice elle-même, elle était de notre côté. Donc dans ce lycée, nous étions plusieurs issus de ces familles-là et qui étaient donc acceptés parce que comme vous le savez, être reçu au lycée, c'était pas quelque chose d'automatique. Il fallait passer déjà des examens d'admission. Comme j'ai dit, le régime, il jouait un jeu assez pervers dans le sens où il laissait certaines personnes entrer et d'autres personnes étaient exclues dès le début. Dans ce lycée où j'étais acceptée, on avait encore en 73 la chance d'avoir quelques profs qui enseignaient avant 70, donc qui étaient des gens très cultivés, des excellents pédagogues, mais qui disparaissaient à fur et à mesure que le système communiste broyait les individus, mais qui nous donnaient encore une excellente, je dirais, surtout en histoire, en littérature, qui nous donnait vraiment des bases qu'on ne trouve plus aujourd'hui, qu'on ne trouvait pas à l'époque partout. Le problème pour moi commençait au moment où mon père devait, sachant donc qu'on a reçu des passeports et qu'on allait quitter le pays. Donc au début de 76, j'étais en 3e année de lycée, une année avant le bac. Donc il devait annoncer à la directrice et surtout donc aux profs qui menaient notre classe que j'allais quitter d'un moment à l'autre l'école. Et comme c'était une situation complètement inédite, ça s'est tout de suite su. Tous les profs étaient donc au courant d'un jour à l'autre. Et la réaction
de la moitié était de m'ignorer complètement. C'est-à-dire entrer le matin au cours en passant donc le nom de la liste de présence et en complètement laissant mon nom de côté. Pour certains profs, j'étais plus là, ils s'adressaient plus à moi. Il y avait d'autres profs qui sont allés me chercher dans la pause pour m'expliquer que partir à l'ouest, c'était la catastrophe parce que c'était les pays pleins de dangers, de revanchisme, des capitalistes méchants qui allaient me manger carrément. Donc qui essayaient de me persuader que si jamais j'avais de la chance de vivre jusqu'à mon 18e anniversaire là-bas, que je pouvais m'opposer à la décision de mes parents et de rester au pays. Donc en fait, pendant des mois, commençait une guerre psychologique. Ça commençait en février et fin mois de mai, j'en pouvais plus. J'étais trop énervée par les différentes sortes donc, de chicanes. J'ai quitté la 3e classe avant la fin. J'avais pas donc mon bulletin de la 3e année. Vu donc le contexte, nous avons reçu en 1976 les passeports, mais sans savoir à quelle date on nous autorisera de quitter le pays, ce qui était assez cocasse, puisque un expatrié, il devait d'abord s'acquitter de sa dette envers l'État. La dette, c'était par exemple éducation que mon père a reçue, c'est-à-dire l'éducation, d'abord le lycée, ensuite l'université. Il a dû s'acquitter d'une certaine somme d'argent. Il a dû payer aussi pour les études de ma mère, pour ces 2 années de conservatoire. Et on était autorisé de quitter le pays avec un certain nombre de nos effets personnels, c'est-à-dire des livres, quelques meubles et les vêtements. Mais pour chaque objet, on devait s'acquitter d'une certaine somme d'argent. Chaque petite culotte, chaque pull, chaque livre, chaque stylo qu'on voulait emmener, il fallait donc payer une certaine somme d'argent, ce que se présentait donc de la manière suivante. Les policiers sont venus à notre domicile avec des grands sacs en plastique et avec des scellés. Ils écrivaient, donc ils mettaient sur une liste chaque sujet que nous avons décidé d'amener avec nous. Le sujet a été ensuite placé dans ce sac en plastique. Quand le sac en plastique était complet, était plein, on le scellait, on le mettait donc à l'abri où l'on ne pouvait pas nous y toucher. Et le plus comique, c'était qu'on était aussi obligé de mettre jusqu'à le dernier mouchoir sur la liste, donc les vêtements qu'on allait porter le jour de notre départ. Or, on était en hiver. Donc, par exemple, moi, j'avais donc un col roulé, j'avais un pantalon chaud, j'avais des chaussures d'hiver. Tout ça, c'était sur la liste. Mais quand nous avons enfin reçu l'autorisation de partir, c'était le 10 juillet. Et on était partis, donc, habillés comme en hiver. Heureusement, on nous a autorisé de partir en voiture, donc on pouvait donc mettre les doudounes et tout ça dans le coffre de la voiture, parce que évidemment, il faisait chaud mais on était censé être habillés comme c'était mentionné sur le papier. Nous sommes partis sans savoir, ou plutôt avec la certitude de ne plus jamais retourner. Le dernier suspense, c'était donc à la frontière, parce qu'on n'était pas autorisé d'amener avec nous de la monnaie, de l'argent tchèque. Les adultes avaient le droit à 18 Deutschmark par personne, donc j'avais déjà 18 ans, donc 3 fois 18. Et mon frère et ma sœur, n'ayant pas atteint l'âge de 18, ils avaient le droit à 5 Deutschmark. Nous sommes partis sans savoir comment nous allions arriver à notre destination qui était à 800 km en Allemagne du Nord. Mais on a eu de la chance, mon père ayant des amis, on avait suffisamment d'argent pour faire ce trajet jusqu'à l'Allemagne du Nord. Pourquoi l'Allemagne ? Parce que mon père, il avait le choix entre l'Allemagne et l'Angleterre, mais en Allemagne, il avait un collègue qui lui a proposé
habitation, sa maison de campagne à 40 km de Hannover, en disant « J'ai une tante qui vit là-bas, mais la maison elle est grande, tu n'auras pas besoin de payer le loyer », sachant que mon père, au début, nous sommes vraiment partis des poches vides. C'est ainsi donc qu'on a plaidé plutôt pour l'Allemagne et pas pour l'Angleterre. Mais notre choc culturel, il a eu lieu là-bas. Nous avons opté pour Hannover aussi pour la raison suivante, qu'il y avait un lycée sur place qui proposait comme une des langues étrangères le russe. On est entré à l'école pratiquement 3 semaines plus tard et dans cette école, il y avait une toute petite communauté polonaise et aussi russe. Moi, j'ai tout de même réussi à passer mon bac seulement avec 1 an de retard. Je savais pourquoi on était parti. Je savais que j'avais aucune chance, après mon bac passé à Prague, de trouver une place dans une faculté ou université quelconque. Donc, pour moi, c'était la décision de mes parents, c'était une bonne décision. Tandis que pour mon frère et pour ma sœur, commençait un petit drame personnel. Enfin, quand on a pu partir, j'ai été soulagée parce que j'en pouvais plus. Et dès le premier jour à l'école en Allemagne, j'ai bossé comme une folle pour rattraper mon retard, pour tout faire pour réussir. C'était pas facile. L'Allemagne du Nord, les Allemands du Nord, ce sont les gens très fermés, les gens plutôt méfiants, je dirais un tout petit peu claustro. Donc, moi, pendant la première année, j'ai pratiquement pas pu me lier d'amitié. Mais disons que moi, j'avais besoin d'amis normaux. Et ce qui était très difficile. Donc, en fait, quand j'ai passé le bac, 2 ans plus tard, j'avais 20 ans, c'était un grand soulagement de pouvoir quitter cette Allemagne du Nord. Je me suis inscrite à la fac de sociologie à Francfort. Et je suis partie 400 km plus loin, j'ai reçu une bourse. Et j'étais donc, à partir de 20 ans, j'étais complètement indépendante financièrement de mes parents. Il faut dire aussi que dans les années 80, à la fac que j'ai choisie et qui était très gauchiste dans le sens où les jeunes gens étaient persuadés que la vie était meilleure de l'autre côté du rideau de fer, de me corriger, de me dire que j'ai mal choisi. Parce qu'en fait, j'aurais dû rester en Tchécoslovaquie parce que la vie là-bas était meilleure. De discussion en discussion, j'en avais de plus en plus marre. Je me suis dit, je vais pas rester vivre ici, c'est pas possible. Ils vont jusqu'à la fin de mes jours corriger mon accent, me dire ce que je dois lire, ce que je dois penser. Donc, quand la première occasion se présentait, et j'ai rencontré un jeune Tchèque très attractif qui vivait à Paris, je suis tombée amoureuse de lui probablement aussi de moi. Et bref, en 84, une fois terminé mes études de sociologie, c'était déjà décidé avant, je suis partie directement à Paris. Une fois quitté la Tchécoslovaquie, avec les passeports tchécoslovaques, on continuait donc à être tchécoslovaque. Sauf que mon père, qui a donné un interview à Radio Free Europe 3 mois après notre arrivée en Allemagne, a reçu une lettre officielle de l'ambassade tchécoslovaque de Bonn, dans laquelle on lui a annoncé qu'il a été déchu de la nationalité tchécoslovaque. Donc, lui, il devait demander l'asile politique, ce qu'il a fait. Moi et ma mère, nous l'avons suivi 1 an plus tard. Nous vivions donc avec le passeport des réfugiés. J'ai demandé la nationalité allemande parce que, en tant qu'Allemande, j'aurais eu la vie beaucoup plus facile en France. Et effectivement, j'étais étudiante et je l'ai reçu 1 an plus tard. Et avec ce passeport, une fois arrivée en France, je pouvais demander ma carte de séjour facilement. Je suis partie en France, à Paris, en tant qu'Allemande. Nous nous sommes installés ensemble à Belleville. Belleville, c'est un magnifique quartier qui, à l'époque, donc en 84, était encore un quartier très populaire. Pour moi, une ville ouverte.
Une ville, on ne vous demandait pas d'où vous veniez, d'où venait votre accent. Il faut dire aussi que je ne parlais pas français. Donc moi, je passais la première année avec mon ami qui suivait, lui, à l'époque, quand il est arrivé en tant qu'exilé, il suivait les cours à Alliance française. Il me donnait chaque jour une leçon de 60 minutes. J'ai appris le français avec un épouvantable accent tchèque. Mais voilà, j'ai commencé une vie, en fait, complètement différente de celle que j'ai vécue en Allemagne. Les Français sont les gens beaucoup plus, disons, ouverts, curieux, spécialement donc en France, qui adorent goûter aux cuisines exotiques. Et pour eux, donc, manger des knedliki, goulash, était aussi excitant que manger le couscous ou tagine. Bien sûr, j'étais handicapée par le manque de connaissance de la langue. Mais je suis une bosseuse et quand il faut, je m'y mets. Donc même si j'ai commencé travailler comme au pair, comme femme de ménage, j'ai aussi pu donc continuer comme aide-soignante. J'ai travaillé dans une association privée. Ce qui m'a tout de même choquée, c'était le sens d'hiérarchie que les Français avaient. Bien sûr, en tant qu'aide-soignante privée, j'ai été introduite dans les familles bourgeoises ou même de haute bourgeoisie et ces gens-là se comportaient avec moi comme si j'étais une servante. Et c'était nouveau pour moi. C'était en fait assez étonnant. D'un côté, ces Français ouverts et joyeux, et de l'autre côté, en fait, ce sens de hiérarchie. Tu ne fais pas partie de notre monde, donc ta place, elle est là et là. J'ai suivi une petite formation en tant que secrétaire trilingue d'export, import-export. J'ai parlé déjà couramment allemand, j'ai rajouté à ça anglais. Voilà, je suis partie en Angleterre pour 6 mois. Et j'ai travaillé dans une petite société familiale d'audiovisuel. Et c'est là où, en fait, on m'a demandé de contacter les clients des grandes sociétés qui achetaient des télévisions, des antennes satellites et autres d'Europe. Donc, entre autres aussi, la Tchécoslovaquie. Et imaginez mon grand étonnement qu'un jour se présentaient 2 représentants de Tuzex. Ces 2 représentants de Tuzex se retrouvaient dans notre société Harley Company et ont acheté pour une somme assez incroyable les premiers disques satellites. Et puis, je me suis retrouvée dans ce petit bureau un certain 17 novembre 1989. Et qu'est-ce que je vois à la télé? Je vois les images des démonstrations. Dans la première démonstration qui se tenait donc à Národní třída, il y a quelqu'un qui a pu photographier et puis donner un rapport à la BBC qui donc un jour plus tard, j'étais donc là dans mon bureau et je vois ce qui se passe en Tchécoslovaquie. En fait, je devais terminer ma formation pratique à Londres 31 janvier, mais j'ai supplié mon patron pour qu'il me laisse partir dès le 3 janvier. Et moi et mon conjoint tchèque, donc de l'époque, nous sommes partis de Londres d'abord à Paris, et de Paris nous sommes partis en Tchécoslovaquie. Voilà, donc en fait, je n'ai jamais arrêté les contacts avec le milieu tchèque, même si c'était le milieu des émigrés, parce que je savais que je mettais les gens en danger en Tchécoslovaquie. Si j'ai continué à entretenir les contacts par écrit, je savais ça. Donc en fait, ce n'était plus avec des personnes physiques en Tchécoslovaquie que je maintenais des contacts, mais avec les exilés comme moi, d'abord en Allemagne et puis en France. Tout d'un coup, je pouvais utiliser mes connaissances de tchèque. J'ai commencé à travailler comme traductrice, comme interprète, et plus tard, j'ai eu la chance aussi d'être intégrée à la Sorbonne 4 comme lectrice de tchèque. Donc, j'étais en contact permanent
et je savais très très bien ce qui se passait, aussi bien dans le milieu d'underground et de dissidence et de la charte 77, par le truchement de mon père, comme par la lecture de Svědectví, de 150 000 slov. Je connaissais aussi M. Tigrid, je connaissais M. Lim, donc je savais ce qui se passait. Et je me suis toujours sentie plus tchèque qu'allemande, ou plus tard, j'ai acquise aussi la nationalité française. Donc j'étais toujours à la première place tchécoslovaque, il faut dire, parce que une de mes langues maternelles, c'est le slovaque. Et j'ai aussi toujours entretenu les liens avec la langue slovaque. Voilà, donc juste pour vous dire que j'étais en quelque sorte toujours au premier rang, même si j'étais pas présente à Prague au moment des événements, juste pour vous dire que c'était très très compliqué. Une fois que je suis partie donc le 3 janvier de Londres pour continuer via Paris jusqu'à Prague, moi j'avais le passeport à l'époque allemand. Donc j'avais pas besoin de papier pour pouvoir en fait visiter la Tchécoslovaquie de l'époque. Mais mon partenaire de l'époque, qui n'avait que le passeport de demandeur d'asile, il se demandait comment il allait passer la frontière. On était donc assis dans le train. Je ne sais pas si les gens d'aujourd'hui savent que la frontière entre l'Allemagne de l'Ouest et la Tchécoslovaquie, c'était 10 kilomètres de terrain no man's land qui était parsemé des fils de barbelés. Voilà, c'était en fait une zone qui vraiment séparait deux mondes. Et nous sommes assis dans le train et à la frontière, les Allemands nous laissent passer sans contrôler. Ils savaient que les gens entraient en Tchécoslovaquie surtout pour visiter. Et donc arrivent les militaires tchèques, ils regardent mon passeport, sont branchés, et puis ils regardent le passeport de demandeur d'asile de mon copain, qui a un nom typiquement tchèque, et ils sont jeunes, ils ont peut-être 22, peut-être 23 ans. Ils se grattent la tête en disant « Désolé, mais vous voulez ensuite repartir de nouveau en Allemagne parce que nous, on veut bien vous laisser entrer, mais je ne sais pas si nos collègues vous laisseront de nouveau repartir. » Mais ils étaient hilars. Tout le monde était hilar. Dans le train, ça chantait, ça braillait. En fait, nous n'avons jamais cru, nous, qui vivions en Europe de l'Ouest, que ce jour-là arrivera, qu'on pourra de nouveau voir notre pays. Donc, c'était une émotion incroyable. Je me souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. C'était le bonheur. Pouvoir de nouveau entendre le tchèque, et même si le pays, il était à l'époque, en 89, dévasté, les villages que nous avons avec le train traversé jusqu'à Prague étaient d'une grisaille, d'un délabrement incroyable, et Prague même nous accueillait avec cette odeur typique de l'hiver, plein de smog. Ah, c'était un moment fantastique. 13 ans, j'étais absente, ce qui n'est pas en soi si long que ça, mais entre 18 et 31 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent, et pouvoir retrouver mes amis ici, c'était incroyable, c'était très fort. Oui, je suis complètement tchécoslovaque. J'ai toujours été et je suis restée. C'était Noémie Prečanová dans le podcast Destin d'émigrés produit par Radio Prague International. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à la prochaine.